Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous Yves Vinet. Bonjour. Président du conseil départemental de la Vendée. Merci de nous accueillir ici à l'hôtel du département dans un décor, vous le constatez, totalement aménagé, spécialement pour l'occasion, car effectivement, le contexte vous a contraint à proposer ce rendez-vous sous une autre forme, à travers l'écran. Nous sommes ensemble donc pour 45 minutes, puisqu'on va refaire ensemble le film de cette année passée, année marquée évidemment par la crise sanitaire, cette crise qui n'en finit pas, mais une année aussi marquée par le Vendée Globe, le départ du Vendée Globe. On y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, si vous êtes très attentifs, vous allez remarquer juste derrière vous, là, Yves Vinet, le trophée officiel du Vendée Globe qui sera remis d'ici quelques mois au vainqueur. On le voit maintenant à l'écran. Et puis, ce sera aussi l'occasion, ce rendez-vous, de nous tourner vers l'avenir et vous nous expliquerez quelles sont les ambitions du département pour cette nouvelle année. La nouvelle année, traditionnellement, on se la souhaite bonne et j'ai envie de dire qu'on n'a finalement jamais autant souhaité, autant désiré qu'elle le soit après ce que 2020 vient de nous faire vivre. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne année 2021. À vous également, Yves Vinet. D'abord un mot sur cette année spéciale Vendée Globe. Traditionnellement, c'est l'occasion, lorsqu'il y a une année Vendée Globe, lors des vœux, d'aborder cette course. Pourquoi vous y teniez peut-être un peu plus encore cette année? On y tient d'une manière globale parce que c'est un bien public vendéen qui fait partie désormais de notre patrimoine. C'est une course internationale. Et effectivement, au travers de ce que l'on vit actuellement, je ne veux pas faire de parallèle, mais l'aventure humaine qui fait aussi partie de ce concept du Vendée Globe est pleine de symboles cette année, avec cette volonté que nous devons avoir d'avancer, nous aussi, comme eux, ils avancent au large, que nous, on essaie, malgré les difficultés, de braver, entre guillemets, tout ce qui nous pèse aujourd'hui, et peut-être d'aller vers des horizons plus joyeux. C'est-à-dire pour vous, ce sont finalement des exemples pour nous qui restons à terre? Je ne sais pas si on peut dire que ce sont des exemples, mais je crois que le caractère un peu particulier de cette course, il faut de l'audace, il faut de la ténacité, et je crois que le Vendée Globe est en lui-même une certaine leçon de vie, une démonstration de résistance, et peut-être c'est le vœu que je pourrais former au départ vis-à-vis des Vendéennes et des Vendéens, qu'ils soient malades isolés, qu'ils soient chefs d'entreprise ou dépendants du secteur économique, tant du côté des dirigeants que du côté des salariés, que par rapport à l'ensemble des personnels, des gens qui travaillent en première ligne face à cette pandémie. Je crois qu'il faut donner un peu de ce souffle, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai souhaité cette année que le film des Vendéens de l'année tourne autour de cette problématique. Justement, ce film, qui pourrait plutôt s'intituler d'ailleurs parmi les Vendéens de l'année, tant ils sont nombreux ceux qui pourraient y figurer. Ils sont blouse blanche ou doigts de fée, en tout cas ceux qui témoignent maintenant, vous allez le voir, de leur engagement, le font avec beaucoup d'humilité et de sincérité. C'était une année... Je ne sais même pas si on peut la décrire. En 2 mots, hors norme. On avait l'impression d'avoir le Covid sur nous. Je peux. J'ai eu peur, oui, j'ai eu peur pour les secouristes qui se sont engagés. Je ne vais pas dire qu'on a l'habitude, mais on est formés, nous les professionnels, à l'urgence en réanimation pour ces situations exceptionnelles, mais qui durent quelques heures. Vous savez, un accident catastrophique, ce qu'on appelait un plan rouge. Mais là, personne n'a vécu ce sujet, cette phase où on est pendant des semaines, des mois, mobilisés, mais mobilisés du lundi au dimanche, affectivement, professionnellement, et effectivement, c'est épuisant. Quand je suis arrivée au début, donc début mai, moi, mes parents m'ont tout de suite dit est-ce que vous avez assez de matériel, que ce soit les masques, les gants, est-ce que vous faites bien attention Donc forcément, on doit les rassurer, on doit se rassurer aussi. J'ai eu peur, oui, j'ai eu peur pour les secouristes qui se sont engagés, hein, parce que de faire attention de ne pas leur provoquer à eux personnellement d'attraper le Covid. Hein. Ça nous montait vraiment à la tête quand même. Dans la première vague, on rentrait chez nous.
Limite, fallait qu'on passe par une pièce, qu'on se déshabille et qu'on file à la douche. Vraiment, on avait l'impression d'avoir le Covid sur nous. On a eu un monsieur qui a été transféré de l'Est dans la première vague. Ce patient-là est passé par la RIA et après par notre service. Et ce patient, il nous a témoigné des messages et des gestes de sympathie où là, vraiment, on est heureux d'être soignant et d'avoir pu lui prodiguer tous les soins nécessaires à son rétablissement. Un élan de solidarité avec le conseil départemental qui se dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils nous ont mis à disposition des tablettes. C'est hyper important pour les malades parce qu'on a accueilli des malades d'autres secteurs sanitaires, de Strasbourg par exemple, de Mulhouse, qui grâce à ça ont pu communiquer avec leur famille. Alors ce que j'ai fait pendant le confinement, j'ai cousu beaucoup de surblouses et de masques, tout en étant bénévole. Ma belle-mère cousait des ceintures, ma belle-sœur m'a fait des surblouses, mes voisines me coupaient les manches. Et puis on se passait tout de mur à mur ou de fenêtre à fenêtre. Alors au tout début, j'utilisais comme matériel ma vieille machine à coudre, qui avait quand même beaucoup de mal, la pauvre, à suivre les heures de couture que je lui demandais. Et je suis rentrée en contact avec la société JMR basée aux Herbiers, qui bénévolement a bien voulu me prêter une machine à coudre le temps du confinement et de la confection. On parlait tout à l'heure d'élan de solidarité des personnes réservistes, qu'on a eu plus de 150 personnes qui ont répondu positif à notre appel. Et pour moi, je trouve que malgré le fait que ce soit dangereux, voilà, les gens n'ont pas réfléchi à aller donner de leur temps et aider les personnes qui en ont besoin. Il était bon le petit croissant ce matin? Oui, il était chaud. Vous m'en avez laissé un morceau? Ah non, j'ai tout mangé. Ouais, pas très sympa. Je retiens. Ce qui a été le plus dur cette année, je pense, c'est de devoir se couper un peu du monde. Ça a été une année complètement folle, mais en même temps, on aura tellement appris, je pense. On se sera recentré sur des choses qu'on aurait pu oublier habituellement, en fait. On a pu, avec les résidents, avoir des conversations complètement différentes et en apprendre encore plus davantage sur eux. Les résidents, quand ils nous disent « mais ça va aller, on va y arriver », alors quand c'est les résidents qui vous disent ça, on va s'en sortir, bah alors là, mais... Ouais, j'ai été soutenue comme il fallait et je pense que beaucoup parmi nous ont pu quand même compter sur l'entourage. Ça rend optimiste, voire même euphorique, parce que cette capacité de mobilisation, les gens, c'est le dépassement de soi-même qui était assez impressionnant. Enfin, en tant que soignant, c'est la plus belle des récompenses que toutes les marques d'affection qu'on ait pu avoir des patients et aussi de tous les gens qui nous ont soutenus pendant cette période. Voilà, les témoignages poignants et on a évidemment une pensée pour eux parce que c'est loin d'être fini. Ils sont encore à pied d'œuvre pendant quelques mois encore. On aurait pu en faire figurer beaucoup d'autres Vendéens, je disais, Yves Vinet. Oui, effectivement, ça reste des choix et on oublie au travers de ce reportage personne. Et bien évidemment, je pense en particulier à tous les services d'aide à domicile et toutes les petites mains qui ont pu travailler dans l'ombre mais qui ont fait un travail remarquable. Alors on va parler du Vendée Globe d'ici quelques minutes. Avant cela, je voudrais quand même qu'on revienne sur la façon dont le département s'est mobilisé pendant cette crise sanitaire. Je pense que nous avons eu la volonté d'être très réactifs dès le début du premier confinement. Cette réactivité, nous l'avons eue d'une part dans l'organisation interne des services du département et avec une attention particulière vis-à-vis de toutes les personnes que nous accompagnons au fil des jours, au fil des ans. Les plus touchés, les plus vulnérables. Les plus touchés, les plus vulnérables, sans oublier évidemment celles et ceux qui les accompagnent. Alors, il y a l'humain, il y a le financier. Dans le cadre du financier, bien évidemment, nous avons débloqué rapidement 3 millions d'euros vers les structures EHPAD et vers les services de soins à domicile pour les aider. Et il y en a beaucoup, 138 en Vendée, c'est énorme. Voilà. Ouais. Nous avons eu aussi un regard particulier vis-à-vis des établissements qui reçoivent des adultes handicapés par rapport aux résidences d'autonomie, parce qu'il y a des pertes de recettes, des frais supplémentaires. 1,2 million ont été dégagés. Il y a eu le regard aussi en lien avec l'État sur le versement de primes.
Et sans oublier pour nous des gens qui ont beaucoup d'importance et qu'on voit moins dans la photographie du département, ce sont les assistants familiaux qui ont des jeunes à domicile. Et ça a été un moment un peu compliqué, donc on a débloqué des sommes nécessaires pour les aider. Crise sanitaire, crise sociale et économique, forcément. Comment le département peut aussi accompagner celles et ceux qui sont dans la difficulté dans ce domaine-là ? Nous, au département, nous n'avons pas la compétence économie, oui. Et il n'était pas question de braver les interdits, mais nous avons essayé quand même de participer à Vous avez mis votre pierre à l'édifice. Oui. Voilà, nous avons un premier fonds de secours départemental que nous avons mis en place parce qu'il nous paraissait important d'aider un certain nombre de chefs d'entreprise, des commerçants, des petits commerçants, des artisans, des agriculteurs, des gens du tourisme, qui n'avaient plus de recettes pour vivre. Et le dispositif qui a été mis en place, très réactif, parce que nous avons pu réunir les premières commissions en lien avec les chambres consulaires dès le début du mois d'avril, nous a permis de servir plus de 1700 personnes et de verser 2,3 millions, ce qui montre bien qu'il y avait un véritable besoin, et ce dispositif continue. Nous avons participé aussi à 2 fonds en lien avec la région et les communautés de communes, un fonds que nous avons appelé un fonds départemental, de 2 millions d'euros qui est travaillé en lien avec les communautés de communes pour venir en proximité des entreprises qui avaient quelques soucis, et un second fonds sur lequel nous avons participé à hauteur de 1,4 million, qui est le fonds Résilience, initié par la région. Derrière, nous avons aussi voulu donner un signe au travers des EPCI et des communes vis-à-vis du monde économique. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais la roue doit continuer à tourner. Donc nous avons décidé au mois de novembre d'un fonds dit de relance, avec un versement de subventions aux communautés de communes et aux communes pour qu'ils puissent continuer, je dirais, ou initier de nouveaux travaux pour permettre au monde économique de vivre et de bien vivre. Et puis vous avez accompagné aussi le consommer local, parce que c'est aussi ce qui ressort de cette crise. Voilà, parce que c'était aussi un élément important, parce qu'on s'aperçoit que il y a eu beaucoup de proximité dans ce confinement. Et il est important, au travers des dispositifs, d'aider le monde agricole, le monde de la pêche, avec participation à des campagnes Acheter-Vendée, avec des soutiens à une plateforme logistique, placevendée.fr, avec une mobilisation aussi par rapport à l'ouverture des petits commerces, parce que pour moi, c'était pas automatiquement ici que la source des clusters était. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et les associations aussi ? C'était un volet important. Ouais. Nous aidons régulièrement bon nombre d'associations, mais il était important aussi d'avoir un volet particulier pour spécifiquement aider des associations en difficulté. Lorsque vous êtes associatif, et moi je salue au passage l'ensemble des bénévoles qui travaillent dans ces associations, qui avaient prévu des recettes qu'ils n'ont pas eues au cours, je dirais, de l'exercice juillet-juin 2020, permettent à ces associations de s'y retrouver un petit peu, et ça a répondu à un besoin, parce qu'on a dû verser 610 000 euros à plus de 350 associations. Donc il y avait vraiment un besoin. Je voudrais faire une parenthèse sur l'expérimentation que vous avez lancée sur les tests salivaires, une expérimentation avec une machine qui a été fabriquée en Vendée. Voilà. Nous avons la chance d'avoir une entreprise vendéenne, Tronico à Saint-Philbert-de-Bouenne, que je tiens à citer, qui a travaillé sur cette machine au cours de l'année 2020. Et nous avons estimé que, compte tenu, ce sont des tests salivaires plus rapides, plus confortables, simples d'utilisation, accessoirement moins onéreux que les tests PCR, nous avons souhaité, au niveau du conseil départemental, faire une expérimentation auprès de 16 établissements en attendant l'homologation. L'homologation qui est acquise aujourd'hui, mais d'une manière partielle encore. Par l'autorité de santé, oui. Voilà. Et nous attendons l'homologation définitive qui nous permettrait d'équiper l'ensemble de ces établissements. Mais vous savez, dans ce genre de dispositif, tout est long et compliqué. Je ne reviendrai pas sur l'affaire des masques. Oui. Nous avons nous-mêmes en Vendée initié le fait que les collectivités locales pouvaient acheter des masques avec le relais de certains de nos parlementaires. Je ne peux pas reparler du laboratoire départemental, ça a été compliqué aussi. Et aujourd'hui, les vaccinations, le département reste très ouvert pour apporter sa contribution à l'ensemble du dispositif. En quelques mots, cette crise, elle n'est évidemment pas terminée. On pressent d'ailleurs qu'elle est loin de l'être compte tenu de cette nouvelle variante en plus du virus qui arrive. À ce stade-là, quelles conclusions, quelles leçons finalement vous tirez de ce qui vient de se passer ? J'ai envie de reprendre une phrase de Jérôme Fourquet. L'État doit apprendre à faire confiance.
Nous avons la chance, en France, d'avoir un réseau de collectivités locales de proximité qui est assez exceptionnel. Et je pense que l'agilité de nos collectivités nous permet sans doute d'avoir des gages d'efficacité et à partir de la simplicité, à partir de dispositifs dynamiques, on peut apporter sans nul doute des solutions pendant une pandémie, mais par extension même en dehors d'une pandémie. Je crois que la proximité reste pour moi l'élément primordial de la continuité de l'État sur notre territoire. Et puis continuité de votre côté aussi, parce qu'il faut continuer les projets. Effectivement, ça paraît indispensable. Je crois que le Vendée Globe en est un exemple. Je crois que, je pense qu'on en reparlera, mais on aurait pu considérer le Vendée Globe comme secondaire. Ouais. Or, nous avons considéré, et quand je dis nous, je voudrais associer l'ensemble des partenaires du Vendée Globe, en particulier Sodebo, la région des Pays de la Loire, la ville des Sables-d'Olonne. Nous avons estimé avec l'ensemble des administrateurs qu'il fallait lancer le Vendée Globe. Et quand on l'a décidé, c'était au mois de juin, c'était pas tout à fait évident. Mais je crois que ça nous permet aussi d'avoir cette détermination à aller de l'avant, en dépassant l'urgence du quotidien et en voulant, en parallèle, continuer la poursuite de nos projets vendéens. Bien, vous avez parlé du Vendée Globe, et bien justement, dans un instant, on va ouvrir une page consacrée à la course, et on va accueillir Jacques Carrès, le directeur. En attendant, je propose de revivre ensemble, et surtout avec les skippers, ces 2 premiers mois de course. Regardez. Ils l'ont fait. Malgré la pandémie, les organisateurs, sponsors et skippers de ce 9e Vendée Globe ont tenu le pari et offert un nouveau départ adapté aux circonstances. Sur les 33 marins alignés au ponton, 9 nationalités sont représentées et les femmes, absentes en 2016, sont 6 à embarquer. L'enjeu numéro 1 est de revenir, mais pour certains marins, seule la victoire sera belle et si possible, en moins de 74 jours, le record de l'épreuve. L'ancienne et la nouvelle génération de bateaux et de marins est prête à en découdre. Il y aura cette année 19 foilers, dont certains construits spécialement pour la course. Une brume inattendue finit par se dissiper et le départ est donné, salué par la patrouille de France. 3, 2, 1, top! Plus loin de Sébastien. Portez-vous bien, à bientôt. La veille de l'armistice, première cartouche. Les marins subissent déjà les assauts d'un vent méchant et d'une mer croisée. On pense que les bateaux de dernière génération vont s'envoler, mais c'est la douche froide pour l'un des favoris, Jérémy Bayou, contraint de rentrer au sable pour réparer, tout comme Fabrice Amédéo. Les bateaux à l'ancienne, sans foil, se hissent pour l'heure en tête de la course. Jean Le Cam, du haut de ses 61 ans, monopolise pour quelque temps la première place. Là, je peux pas être pas content, quoi. Si je suis pas content, là, si je suis pas content, bah alors je serai jamais content, quoi. Vous voyez ça? C'est ma première tempête tropicale. Ça, c'est Theta. Et quand Theta claque, ça donne des creux de 6 mètres et des vents à 60 nœuds. L'hyper favori, Alex Thompson, décide de prendre une trajectoire directe se rapprochant du centre de la dépression avec un Jean Le Cam collé à sa quille. Les foilers se réveillent, ils glissent en tête, c'est alors une course de vitesse jusqu'au poteau noir. C'est aussi le premier abandon, Nicolas Troussel démate. Et là, c'est incroyable aujourd'hui, on a Kevin Escoffier de PRD qui est en train de nous doubler, pleine balle avec son foiler. Le passage de l'équateur, c'est l'ivresse du grand large. Les skippers ont la tête à l'envers et chacun y va de ses offrandes à Neptune. Et le reste, c'est pour moi, je peux pas déconner non plus. Thomas Ruyant et Charlie Dalin monopolisent les premières places, délestés pendant quelques temps d'un Alex Thompson victime d'une avarie. Son bateau devient un énorme chantier, il répare et repart. Pour son entrée dans le sud et continuer la course, Thomas Ruyant doit se séparer d'une partie de son foil. Il fait toujours partie de la flotte à l'avant, mais à l'instar de ses camarades, c'est au prix d'une vie à bord très secouée. Après une avarie sur son safran tribord, Alex Thompson jette l'éponge.
Kevin Escoffier, 3e de la course, vient de déclencher sa balise de détresse. En quelques minutes, son bateau, brisé, se remplit d'eau. Toute la nuit, la direction de course organise son sauvetage et demande à 4 bateaux de se dérouter pour lui porter secours. Parmi eux, Jean Le Cam, qui vient ainsi payer sa dette. Sauvé en 2009 par Vincent Rioux sur PRB, il devient le sauveur du skipper PRB de 2020. Le drame a été évité. Après 5 jours de cohabitation, Kevin Escoffier est récupéré par la Marine nationale au large des îles Kerguelen. Les skippers, encore en course, saluent ce dénouement heureux, mais pour certains, c'est aussi la fin de l'aventure. Sébastien Simon doit abandonner, suivi de près par Samantha Davis. C'est très triste. Le Vendée Globe, la course s'arrête. Ils seront bientôt rejoints par Fabrice Amédéo. Pour d'autres, c'est un véritable bord à bord. On se croirait en baie des Sables alors qu'on est en plein océan Indien. Very funny. À la pointe de la Tasmanie, on passe d'un océan à l'autre et c'est Yannick Bestaven qui le franchit en premier alors que Thomas Ruyant, lui, prend l'eau. Parmi les 5 femmes encore en course, Isabelle Joschke est solidement installée dans le top 10. Louis Burton enchaîne les galères. Pilote automatique, hook, grand voile, il se met à l'abri de l'île australienne de Macquarie pour réparer. Et on va allumer pour rentrer au sable. C'est le Père Noël. Et puis Noël en mer, reste Noël. En pleine course, les navigateurs s'accordent un petit moment de répit pour ouvrir les cadeaux et penser à la famille. Je vous embrasse pas. En ce début d'année 2021, c'est l'embouteillage au Cap Horn. Le premier à le passer est Yannick Bestaven sur Maître Coq après 55 jours de course. Suivi de près par Charlie Dalin. Pour les skippers encore en course, c'est maintenant la remontée des 2 Atlantiques avant de rentrer à la maison, au Sables d'Olonne. Et oui, à suivre. Encore quelques semaines de course pour les 27 skippers encore en course. Jacques Carrès nous a rejoint. Bonjour Jacques. Bonjour. Directeur de la course. Merci d'être avec nous. Et puis félicitations aussi parce que c'est vrai que c'est aussi à toute l'équipe qu'on l'adresse, toute votre équipe de direction de course. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, vous n'avez pas été épargné. Vous avez géré ça de main de maître. Donc bravo à vous. Merci. Au nom de tous les Vendéens en tout cas qui suivent cette course. Yves Vinet, avant que Jacques nous parle un peu des derniers événements, quels sont les premiers enseignements pour vous de cette course sur le plan sportif déjà ? Rapidement, je dirais il y en a plusieurs. Je dirais le premier, la légende du Vendée Globe s'est enrichie encore d'un événement qui finit bien, avec effectivement la belle page écrite dans le cadre du sauvetage de Kevin par Jean. Entraide, solidarité. On voit bien que ce sont des éléments qui perdurent dans cette aventure humaine dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre élément que je dirais, rien n'est jamais écrit d'avance. Je pense qu'au départ, on aurait pu se faire de nombreux pronostics. Je ne suis pas sûr que beaucoup auraient gagné. Quand on voit le déroulement de la course aujourd'hui, bon, ça m'a fait un peu de peine pour Jérémy, pour Alex, et pour les 4 autres qui ont abandonné. Mais il y a aussi de la jeunesse derrière qui fait chaud au cœur. Je ne vais pas faire entre guillemets, en citer quelques-uns au détriment d'autres, mais j'ai un petit regard quand même pour Damien Seguin, pour Benjamin Dutreux qui nous accompagnait il y a 4 ans dans le cadre des différentes soirées du Vendée Globe. Voilà, et Jean qui est égal à lui-même. Égal à lui-même. C'est vraiment une belle image du Vendée Globe. Jacques, ce qui se passe dans cette édition est totalement inédit, mais j'allais dire qu'à chaque édition, il y a de l'inédit. Mais là, en début de semaine, on a donc 12 skippers, c'est ça, qui ont passé, non, 7 skippers 13 skippers qui ont passé donc le Cap Horn en l'espace de quelques heures. On a 2 jours et demi, je crois, ou quasiment 3 jours qui séparent le premier et le 10e. Il y a 4 ans, quand Armel Lecléache passe le Cap Horn, le 10e est à 19 jours. C'est dire un peu à quel point c'est serré. Comment vous expliquez ce qui se passe en ce moment ? C'est vrai qu'on a une édition très particulière avec un niveau sportif très élevé qui a encore pris un cran supplémentaire. À chaque édition, on prend un cran supplémentaire. Et la météo a été un des facteurs primordiaux justement pour que cette course ne tire pas vers l'avant comme d'habitude. Ouais. Donc les foilers, moins de portants, mais surtout des mers très difficiles. En fait, c'est une édition complexe, c'est une édition vraiment où les marins souffrent. On le voit dans les vacations quotidiennes, c'est pas simple, c'est dur,
Même les plus aguerris se plaignent aussi. Donc le Vendée Globe est dur, mais cette édition-là est très difficile. Et la météo n'a pas permis effectivement de déployer ces fameux foils comme on aurait pu l'imaginer au départ. Et ce qui est intéressant aussi, c'est finalement c'est la nature qui décide. En passant le Cap Horn, Yannick Bestaven disait « Je suis certes heureux, mais je suis cramé ». Vous, aujourd'hui, qui les entendez aux vacations, aux intonations de voix, vous percevez qu'ils en ont bavé, qu'ils en bavent beaucoup? Bien sûr, à chaque vacation, on sent le côté physique du marin, on sent aussi la détresse par moment. Il y a aussi ce qu'on appelle les fameux WhatsApp, donc parfois ces petits mots sont douloureux, parfois ils sont enthousiastes. C'est vrai que ce long tunnel à partir de Cape Town et sortir au Cap Horn, c'est un long passage. Les océans australes sont durs, ils sont physiques, ils sont froids. Et là, la température qui remonte vite après les Falklands, je pense que c'est une vraie délivrance. C'est-à-dire que pour vous, là, en ce moment, vous diriez qu'à la direction de course, vous êtes assez méfiant, finalement, compte tenu de l'état physique des skippers? Bien entendu, on est toujours à l'affût de ce qui peut se passer. Et puis, en fait, c'est une fatigue qui se cumule. Elle est assez sournoise, cette fatigue. On ne pense pas être fatigué, le marin ne pense pas être fatigué. Mais en fait, il est très fatigué. Il ne le ressent pas systématiquement. En plus, les gestes sont lents, il fait froid. Donc, c'est très compliqué et il faut faire très attention parce que parfois, ils ne se rendent pas compte de la difficulté dans laquelle ils s'habituent, la capacité physique à s'habituer dans le domaine où on vit. Mais en fait, il y a une fatigue qui s'installe tout doucement et elle peut être dangereuse. Et puis, il y a l'euphorie du Cap Horn. Et on peut penser que c'est la délivrance finale, alors que pas du tout. Alors, c'est une petite délivrance. C'est en fait la sortie d'un certain tunnel. Mais derrière cette sortie, il y a encore tout un océan Atlantique qui est très long, souvent capricieux, et c'est encore le cas. Et donc, la remontée est difficile. Ça va se jouer où, selon vous? Ça va se jouer jusqu'à la dernière minute. Ça va se jouer peut-être sur les 2 derniers jours. Ah oui. Cette compétition est incroyable, justement. Il y a un noyau dur très serré. Le podium serait difficile de le donner aujourd'hui, alors qu'on n'est pas très loin, on est dans le dernier tiers. Il y a des éditions où c'est plus facile pour le donner. Cette fois-ci, l'édition est très marquée par le côté sportif. Donc un regroupement important de bateaux. Et c'est vrai aussi que ça reste mécanique. Les bateaux sont usés, les marins sont fatigués. Donc il peut se passer plein de choses. Un mot sur la direction de course, Ivo Vinet? C'est un rouage essentiel dans un Vendée Globe. Donc je voudrais publiquement remercier Jacques et l'ensemble de son équipe, le féliciter pour sa distinction en même temps. Je me dois de le faire d'une manière très simple. Je crois que pour s'être côtoyé un certain nombre de fois depuis le départ du Vendée Globe, pour avoir été un moment avec lui, avec Jean-Jacques Laurent dans la nuit difficile, on voit bien que cette permanence de l'équipe de direction de course vis-à-vis de tout ce qui se passe est primordiale. Et vraiment un sincère merci pour lui, pour son équipe. J'associe en même temps l'équipe de la SEM avec Laura Le Goff et l'ensemble de nos partenaires qui, au sein du PC Course, au Sable d'Olonne, ont effectué un suivi remarquable de l'ensemble de ce qui se passe. Vous imaginez une arrivée quand du premier, Jacques? Alors on imagine des arrivées dans les tout derniers jours de janvier. Je pense que c'est plutôt sur le 29-30 à ma connaissance, puisque les remontées de l'Atlantique ne seront pas très faciles non plus. Comment vous envisagez les arrivées d'ailleurs, Ivo Vinet? C'est une très bonne question. Compte tenu du contexte. Compte tenu du contexte, question à laquelle je ne suis pas capable de répondre actuellement, parce qu'évidemment ça dépendra effectivement de la pandémie et des décisions de l'État. On espère qu'on pourra être le plus nombreux possible, en tout cas, à célébrer les arrivées. Je souhaite ardemment, et je ne voudrais pas briser, entre guillemets, ce plaisir qu'ont les skippers qui franchissent la ligne d'arrivée de remonter le chenal vers les pontons. Merci beaucoup, Jacques Carès, et bon courage donc pour ces prochaines semaines à la direction de course. Merci beaucoup. Bien, Ivo Vinet, on a rappelé tout à l'heure combien la pandémie a mobilisé et mobilise encore le département, mais en même temps, il faut bien continuer les projets initiés et ceux qu'il y a aussi à déployer. Tout à fait. Poursuite des projets structurants, poursuite de l'accompagnement des territoires, et aussi, en résumé, à penser à la Vendée de demain. Et quand on pense au développement des territoires, est-ce que ça ne passe pas finalement par les routes d'abord? Je crois que le département a fait un très gros travail avec mes prédécesseurs dans le cadre du désenclavement. Nous le poursuivrons. Nous avons eu la chance d'inaugurer récemment une partie du contournement nord de La Roche-sur-Yon avec cet aménagement près des Établières. Nous allons continuer le travail ensuite près de la Courtésière. Nous avons le chantier Esnay-Chaland qui doit se poursuivre et un certain nombre d'autres chantiers ici ou là en Vendée, y compris même sur le pont de Noirmoutier. Donc on
Ce sont 50 millions qui sont quand même investis, qui ont été investis en 2020 sur nos 4800 km de voirie départementale. Alors ça, c'est le désenclavement routier, mais il y a aussi le désenclavement numérique. Il y a de très grosses attentes sur l'arrivée du très haut débit. Vous êtes dans l'objectif fixé ? On est dans l'objectif fixé, sous le couvert de Vendée Numérique, que je salue en même temps, l'objectif 100% en 2023. Et au cours de ce premier trimestre de l'année 2021, disons que tous les sites publics, les zones artisanales qui avaient prévu être desservies le seront. Et au cours de l'année, 160 000 foyers seront raccordables au très haut débit, ce qui est une très bonne chose. Donc Paris tenu, malgré en tout cas le contexte. On parle toujours des infrastructures, les collèges, évidemment, il faut en dire un mot. Effectivement, nous avons un très gros programme, je dirais, sur les collèges, 160 millions d'euros d'investissement jusqu'à 2026, avec des travaux qui ont été terminés, Tiraco que nous avons livré à la rentrée, 2 chantiers qui sont en cours actuellement, Chaland et les gondoliers à La Roche-sur-Yon qui seront livrés au début 2021 et un certain nombre d'autres travaux dans de nombreux collèges, sans oublier les 2 constructions qui sont prévues, le collège de Luçon pour la rentrée 2023 et le collège de Talmont pour la rentrée 2024. Voilà. On sait qu'on a quelques difficultés parce qu'il est compliqué de toujours adapter les évolutions de population au nombre d'élèves, mais nous y veillons avec... Pensez à La Roche ou Saint-Gilles, par exemple. Voilà, nous y veillons avec la direction académique dans un très très bon rapport, si je puis dire. Après, nous avons le plan numérique, les aides aux cantines, et bien évidemment, nous poursuivons notre travail en lien très étroit avec l'enseignement privé en Vendée, parce que c'est un angle auquel nous tenons. Et puis, il y a l'accompagnement au territoire, ça passe, et vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, puisque pendant l'année 2020, vous avez beaucoup accompagné les EPCI, les établissements, enfin en tout cas les communes et les intercommunalités. Ça, c'est aussi un chantier qui se poursuit en 2021. Alors c'est un chantier qui se poursuit dans le cadre des contrats... C'est même pas un chantier d'ailleurs, c'est un travail qui existe depuis très longtemps. Dans la continuité, voilà, dans le cadre des contrats des territoires, nous aurons à peu près 75 projets qui vont se poursuivre ou se développer en 2021. J'ai parlé des 15 millions tout à l'heure par rapport à la reprise économique et je peux parler aussi rapidement du second appel à projet que nous avons lancé concernant les églises, les établissements de culte en Vendée, où il y a vraiment un très gros chantier à supporter financièrement par les communes et c'est quand même difficile. Et puis le tourisme, évidemment, parce que le coup d'arrêt a été dur dès le mois de mars. Bon, il y a quand même pu sauver un peu cette année avec juillet, août et septembre. En 2021, qu'est-ce que vous prévoyez sur ce sujet ? Je pourrais souhaiter d'abord que 2021 soit meilleur que 2020 pour tout le milieu du tourisme. Nous avons un secteur où, on le sait, en Vendée, qui est le premier secteur économique de Vendée, notre littoral, notre rétro-littoral. Un clin d'œil au Puy du Fou, bien évidemment, qui est une locomotive dans notre département. Donc c'est un soutien sous différentes formes, avec une volonté, dans le cadre d'un schéma qui avait été établi avec Vendée Tourisme, d'accompagner les professionnels pour la montée en gamme, de faire en sorte d'aller vers un accueil un peu 4 saisons, sans oublier tout le travail que nous faisons dans le domaine, par exemple, des pistes cyclables, parce que c'est un élément important aussi du développement du tourisme, et les campagnes de communication, bien évidemment, qui peuvent être importantes aussi pour mettre en avant le département. Le tourisme vert, justement, pour faire le lien, quel regard vous portez sur les enjeux environnementaux aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, un département ne peut pas faire comme si il n'y avait pas un effort particulier à faire porter sur tout le domaine de la biodiversité et du climat. C'est pour ça que nous avons adopté au mois de septembre dernier un plan, là aussi, de 50 millions d'euros sur 3 ans, assez court parce qu'on voit bien que les évolutions font qu'il faut s'adapter. 62 actions extrêmement concrètes avec un certain nombre de partenaires, je ne rentre pas dans le détail, on y trouve au travers de ce plan tout ce qui est le domaine des mobilités décarbonées. On va y trouver par exemple des productions d'énergie à partir du photovoltaïque sur des ombrières, sur les parkings par exemple. On va y trouver aussi une augmentation des surfaces d'espaces naturels sensibles, aussi bien dans le cadre public voire dans le cadre privé, sans oublier des plantations d'arbres sur nos espaces départementaux, sur les espaces délaissés communaux, et en lien avec le monde agricole, parce que là aussi il y a un travail important qui a été fait en lien avec eux. Vous avez des projets sur le Goua aussi ?
Alors évidemment, nous avons 2 dossiers au chaud, entre guillemets, qui sont des opérations grand site, on appelle ça, qui se préparent au niveau de Jard et Talmont, dans le cadre du Havre du Perret, et bien évidemment autour du Gois avec les 2 communautés de communes et avec les 2 communes concernées, Beauvoir et Barboître. Et puis le lien évidemment logique avec l'agriculture, qu'en est-il de ce point de vue-là? Oui, parce que le lien département avec le monde agricole est important depuis de nombreuses années. Et là encore, on les a beaucoup, je dirais, consultés dans le cadre du plan biodiversité-climat. Là encore avec des actions que je ne vais pas détailler, mais qui sont importantes et qui vont se travailler au fil des mois qui viennent, en lien avec les services départementaux. Et évidemment, l'agriculture, pour moi, je mets la pêche. Bien sûr. Aussi. C'est un élément. Qui sont au cœur des enjeux en ce moment. Ah oui, qui sont un dossier important. Un secteur économique auquel on tient, nous aussi, parce que nous sommes restés propriétaires de nos ports. Et donc, directement, les pêcheurs sont bien évidemment au cœur de l'activité de ces structures. Je ne vais pas revenir sur les problèmes du Brexit, sur le problème des cétacés, sur le problème des quotas, mais c'est vraiment énormément d'attention qu'il faut porter et de soutien qu'il faut aussi leur accorder parce que, en tant que tels, ils sont dans des situations compliquées. Et juste un petit salut particulier, nous avons fait une réunion avec Madame la ministre de la Mer au cours du mois de décembre qui a été intéressante, en lien aussi avec le monde des pêcheurs vendéens. Bon, la solidarité, évidemment, c'est le sujet pour les conseils départementaux. J'allais même dire les solidarités. On le voit en ce moment dans ce contexte. C'est une part importante de votre budget, mais ce n'est pas que de l'argent, quoi, finalement. C'est une part importante du budget, plus de 50% du budget de fonctionnement du département. 50%. Ouais. Mais à la fois, oui, pour moi, il y a l'argent, mais il y a surtout les personnes. Et ces personnes, la palette est large. Parce que dans les compétences du département, on va retrouver nos aînés, avec une volonté d'être vraiment disponible pour leur proposer les meilleures solutions dans le vieillissement, particulièrement le maintien à domicile. Nous avons toutes les personnes en situation de handicap. Nous avons la famille, avec un certain nombre de problématiques, avec un accompagnement à la parentalité. Nous avons les enfants. Ce sont 1500 enfants qui sont sous ma responsabilité en tant que telle, dans des familles d'accueil, dans des établissements. Nous avons aussi les MENA, au travers de ces 1500 personnes, et aussi les bénéficiaires du RSA, parce que je considère qu'il faut absolument que ces gens, on leur donne les possibilités de rebondir dans ce monde du travail. C'est une question de dignité, et à partir de là, ça doit guider nos actions, ça doit nous faire avancer. Justement, quelles sont vos ambitions dans ce domaine? Parce que là, effectivement, vous rappeliez les constats et les publics qui sont concernés, mais il y a quand même des plans qui sont en voie de développement. Là. Effectivement, on a un plan qui avait été adopté en 2019, qui est le schéma Vendée Autonomie, qui s'adresse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, avec différentes options et différents objectifs que je ne peux pas détailler ici. Peut-être juste un ou deux éléments. La volonté d'augmenter le nombre d'assistants familiaux. Et les familiaux, c'est des gens qui accueillent les personnes âgées chez eux. Je ne rentre pas dans le détail. Et aussi la volonté que nous avons d'accompagner vraiment au cas par cas l'ensemble des personnes handicapées. Je ne rentre pas dans le détail, mais la volonté aussi, c'est au travers d'autres accompagnements, je pense particulièrement aux personnes qui sont au RSA par exemple, c'est de leur mettre le pied à l'étrier d'une manière ou d'une autre. Là encore, on a adopté récemment le plan Vendée Insertion avec énormément de mesures dans lesquelles on peut trouver des dispositifs dont on a parlé bien souvent, le parcours de la deuxième chance, ou doubler le nombre de ces personnes dans le cadre d'un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle Médiation Emploi. Et au-delà de ces publics spécifiques, vous évoquiez la famille aussi tout à l'heure. Oui, parce que on le sait, toute famille peut rencontrer des difficultés et c'est là encore notre rôle d'avoir un certain nombre d'actions dans leur direction. Nous avons aussi réorganisé au cours des dernières années l'ensemble du dispositif de nos maisons départementales des solidarités de la famille avec un éclatement en 5 secteurs au sein desquels tout Vendéen, toute Vendéenne peut trouver réponse à ces questions dans tous les domaines qui nous concernent, dans le domaine, je dirais, des compétences solidarité. Les centres Vendée Santé, ça marche très très bien. Ça a été un lourd travail à mettre en place. Nous avons lancé 2 centres. Nous avons passé notre 10 millième consultation au cours du mois de décembre. Nous travaillons sur un 3e centre et nous sommes donc évidemment toujours à la recherche
de nouveaux praticiens, si je puis dire, c'est l'essentiel. Et puis la télémédecine qui se développe beaucoup et qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Voilà, et qu'on essaye de développer au travers de ces centres, ces 2 centres à Saint-Hermine et au Moutier. Alors la culture, parce que c'est évidemment un des secteurs les plus fortement impactés pendant cette pandémie. Bon, les réouvertures des lieux culturels, elle est repoussée sans cesse à une date indéterminée. On a l'habitude, les Vendéens ont l'habitude de fréquenter le Vendespace avec un certain nombre de spectacles programmés, sans parler évidemment de tous les autres lieux culturels. Qu'est-ce qu'il en est pour cette année 2021 finalement? Est-ce que vous pouvez prévoir quelque chose parce qu'on est dans l'inconnu total? Juste sans faire de retour en arrière, je voudrais premièrement saluer l'ensemble des personnes qui travaillent dans le monde culturel et dans tous les métiers qui tournent autour du culturel. L'incertitude est dure. Hein. C'est dur. En plus, pour moi, ça fait partie des piliers un peu indispensables au développement, je dirais, de toute personne. C'est pas un luxe. Et juste un petit retour, 2019, c'était 200 dates. 200 dates d'événements et d'animations organisées par le département. Nos sites départementaux avaient accueilli 456 000 personnes. Bon, cette année, on a eu 4 mois de fermeture. Ça ne nous empêche pas de rebondir et de travailler sur des programmations 2021 avec des nouveaux spectacles sur certains sites, là encore pour faire vivre et pour faire animer, je dirais, ces sites et nos territoires d'une manière générale. Notamment en écho au plan biodiversité-climat dont vous parliez tout à l'heure. Oui, oui, et c'est un petit clin d'œil, effectivement, avec une proposition culturelle sur des sites naturels. On découvrira cela au cours de l'année. Alors les associations, s'il faut en parler, qui sont très impactées aussi par la pandémie, la vie associative elle est réduite au strict minimum, et pour les bénévoles aussi c'est compliqué parce que qu'est-ce que vous pouvez faire, vous aujourd'hui au département, pour soutenir le bénévolat qui est extrêmement important en Vendée, on le sait. Bon, le département, d'une manière habituelle, soutient à peu près 1100 associations d'une manière régulière. On sait, on a fait l'accompagnement financier dont on a parlé tout à l'heure. Le bénévolat, pour moi, c'est une problématique aujourd'hui sur laquelle il faut qu'on ait beaucoup d'attention. Parce que ce qui se passe, c'est compliqué. Et ça peut, entre guillemets, inciter des gens à peut-être lâcher un certain nombre de responsabilités. Ça peut mettre des associations en difficulté. Voilà. Donc, pour moi, il y a des choses que l'on initie. On fait la bourse aux jeunes bénévoles. On va faire aussi des petits équipements en lien avec les communautés de communes à mettre à disposition des associations locales. On fait des labels au niveau des communes qui s'investissent plus peut-être que d'autres dans leurs associations. Mais il faut vraiment qu'on ait un regard vigilant sur l'ensemble des dossiers du bénévolat, parce que pour moi, le bénévolat, ça ne se traite pas au niveau de l'État, région ou département, ça serait vraiment en proximité. Et il y a un très gros travail à faire qu'on initie un peu avec l'association des maires et présidents de communes. Un mot sur le civisme aussi? C'est une action que l'on mène d'une manière régulière depuis l'adoption du plan Vendée Civisme il y a quelques années, au travers de l'école départementale du patrimoine, à travers le parcours Vendée Civisme que nous initions, à partir, et c'est une nouveauté cette année, vers les collégiens que l'on a engagés dans un parcours dit du passeport du civisme, qui avait été initié par notre ami Maxence de Rugy, le maire de Talmont, et qui se répand au niveau des communes, et nous avons emboîté le pas, si je puis dire, au niveau du département, pour l'initier auprès de 145 jeunes qui suivront un peu ce parcours en dehors de leur scolarité, dans des actions qui sont fléchées par le département. Yves Auvigny, on arrive au terme de cette cérémonie des vœux un peu particulière, il faut bien le dire. Quels vœux formulez-vous aujourd'hui pour la Vendée et pour les Vendéens? Chacun se souviendra de l'année 2020. 2021 commence plutôt, et nous avons la pandémie qui est toujours latente, si je puis dire. Premier mot, je dirais, vœux de bonne santé. Je pense qu'on ne se le dit peut-être pas assez, et Dieu sait si dans nos environnements, nous côtoyons beaucoup de gens avec différents problèmes, donc je pense que c'est important de le repréciser. Vœu de sortir de cette situation, effectivement, le plus rapidement possible, parce que ça impacte le quotidien, ça impacte la vie économique, et néanmoins, il ne faut pas céder aux doutes et aux difficultés. Je crois qu'il faut garder le sourire. Je suis un éternel optimisme, donc j'ai envie de répandre un peu cet optimisme et un peu d'espoir aussi en même temps, parce que faut arrêter de noircir peut-être le tableau en permanence. Ça, c'est un peu les éléments que je donnerais aux Vendéennes et aux Vendéens.
La Vendée, on le sait, elle est résistante, elle est résiliente. Il faut qu'elle reste ce qu'elle est, fière de ce qui l'anime, fière de son ADN, comme on dit souvent. Et je pense que c'est ainsi qu'elle sera en capacité d'affronter les difficultés du temps présent et de construire sans doute ce qui sera l'avenir de nos enfants. Et j'ai une petite phrase en conclusion. Je crois que l'important, c'est de semer un peu, beaucoup, sans cesse, les graines de l'espérance et ayons confiance. Chaque graine enrichira un petit coin de notre terre. Merci beaucoup Yves Auvinet, merci de nous avoir éclairé à travers ces échanges sur la vision que vous portez au département pour la Vendée. Et vous avez souligné effectivement cette capacité de résilience de la Vendée et qui lui servira beaucoup pour cette année à venir. Merci à vous de votre attention et à nouveau, très bonne année à vous. Au revoir.